Autre série de la semaine, on va découvrir jusqu'à vendredi avec vous une très belle région qui est à cheval entre le Cher, le Loiret et le Loir-et-Cher. Il s'agit de la Sologne, bien sûr. Un paradis pour les amoureux de beaux paysages, surtout en automne. Un paradis aussi pour les pêcheurs. En Sologne, il y a 6000 étangs que l'on vide de temps en temps pour renouveler les poissons. À la Ferté-Saint-Cyr, Claire Auberger, Hélène Massiot et Karine Bettin. Cette pêche-là n'a lieu qu'une fois tous les 3 ans. Il a d'abord fallu vider en grande partie l'étang durant plusieurs semaines pour que ce matin, les employés communaux puissent, les pieds dans la vase, pêcher à l'épuisette. On aperçoit la nageoire dorsale, donc il suffit de piquer devant et hop, elle rentre toute seule dedans. C'est une carpe de belle taille. D'habitude ici, on les pêche à la ligne. C'est jamais trop ce qu'il y a, on écoute les pêcheurs, il n'y a jamais rien. Il y en a même plus que prévu. L'objectif est d'en sortir le maximum. Non, là, il y a de la carpe. Une belle pièce. C'est une tradition en Sologne, un événement dans la vie locale. Ça fait tellement partie du paysage. On est dans un pays pauvre, qui vit de pas grand-chose. Et l'étang, ça représente une richesse. Pas forcément une richesse qu'on va exploiter, mais c'est une richesse de vie. La population de la Ferté-Saint-Cyr est d'ailleurs là, comme au spectacle. Mais pas seulement. Une fois lavés et triés, Carpe d'un côté, brochet de l'autre. les poissons sont vendus. Il va retourner à l'eau. Attends. Brochets et cendres partent les premiers. 12 € le kilo, idéal pour les fêtes. Pour le repas de Noël avec mes enfants. Et l'an dernier, j'avais aussi un brochet de 5 kilos. On était 15 au repas et ça fait énormément à manger. C'est excellent. Parce que qui c'est qui le veut? Qui c'est qui le... Les carpes ont moins de succès. Leur taille impressionne. Vous en avez des super belles, comme ça. D'ailleurs, les carpistes pêchent beaucoup les grosses carpes et les remettent à l'eau, c'est le plaisir de les pêcher. Thierry et ses coéquipiers sont toujours à l'eau. Leur faire passer parce qu'il y a un peu de friture dedans. Ils sortent maintenant les petits poissons. Pour l'essentiel, des gardons. Ils sont très prisés des pêcheurs. Alors, on vend les petits gardons parce que les gens les prennent soit pour remettre dans des étangs, dans des petites fosses à eux, soit pour les pêcheurs pour faire du vif, pour prendre des carnassiers. C'est des appâts. Si on fait ça, il y a 1 kilo. À 5 € le kilo, ils vont partir en un rien de temps. 2 kilos là. La plupart des acheteurs les remettront très vite à l'eau chez eux. J'en prendrai tout à l'heure s'il en reste, mais bon. C'est pour remettre dans un étang et puis bon pour pêcher, on pêche entre copains. On a un étang de 400 hectares. 6 kilos, qui veut 6 kilos? Claude. Il y en aura suffisamment pour tout le monde. On va pouvoir pêcher bientôt, avec les enfants. Restent les invendus. Donc dans une bassine comme ça, vous en avez à en gros 70-75 kilos. Et on est à notre 8e bassine. Pas loin de 800 kilos de carpes vont trouver refuge chez un voisin. On s'en va mettre nos poissons en pension dans un autre étang. Le temps que notre étang se remplisse, parce qu'on ne peut pas les laisser dans des bassines ou dans des bacs, elles vont mourir. Elles y passeront l'hiver. La pêche ne rouvre qu'en mars. D'ici là, l'étang communal aura retrouvé son niveau d'origine. Et d'autres poissons, plus jeunes, venus d'autres étangs, viendront le repeupler. Un cycle ancestral qui préserve la vie dans ce milieu naturel. C'est très beau et on continuera cette belle promenade en Sologne demain. Autre série de la semaine, un grand bol d'air, vous le savez, dans une région magnifique, très connue pour ses étangs, ses forêts, ses très belles propriétés, c'est la Sologne. Hier, on a parlé des poissons. Aujourd'hui, la chasse dans un grand domaine, comme on en trouve beaucoup en Sologne, à Pierrefitte-sur-Sauldre, dans le Loir-et-Cher. Claire Auberger, Sébastien Maloiseau et Karine Bettin. La Sologne est un territoire pour initiés. Montfranc est l'une de ces grandes propriétés privées, immergées dans la nature, 400 hectares de bois et d'étangs. Les chevreuils y sont chez eux. Mais c'est ma joie. Bernard est le benjamin de la famille de l'âge de Meux. Mon arrière-arrière-grand-père, le premier qui a acheté, est arrivé en 1820. Donc depuis 196 ans, je suis la 6e génération, je pense, je ne sais pas. Viens, petit, viens, viens.
Hubert, son frère aîné, exploite le domaine. Il élève avec son fils près de 350 moutons. Viens là, viens. J'ai toujours grandi sur l'exploitation et c'est ce que je veux faire de ma vie. C'est ici que je me sens le mieux. Lorsqu'il a pris sa retraite, Alain s'est installé à plein temps à Montfranc. Dans des volières à ciel ouvert, il élève faisans, perdrix et canards pour la chasse. C'est tout l'art des volières anglaises, c'est d'avoir des oiseaux qui sont en semi-liberté, donc qui apprennent à se débrouiller tout seuls, qui s'envolent très facilement. Si bien quand vous chassez, c'est plus du tout un oiseau artificiel dont on a enlevé le bec il y a 1 heure et puis et voilà. La chasse est un loisir coûteux, mais c'est aussi une source de revenus essentielle. Comme dans la plupart des propriétés en Sologne, Montfranc loue une partie de son territoire durant la saison. Bienvenue à Montfranc. Aujourd'hui, on chasse petit gibier. Un week-end par mois, la famille organise ses propres chasses avec une vingtaine d'invités. La Sologne a l'avantage de présenter une variété de milieux idéale pour la faune. Premier tir au-dessus d'un champ de maïs. Alain récolte le fruit de son travail. Bel oiseau, bien noir, bel obscur. Ça va voler au bout de la haie. Ça va voler. Les frères de l'âge ont toujours chassé ensemble sur ces terres. Et la jeune génération partage cette même passion. Mais il y a un esprit de famille qui est quand même très présent et vous voyez, ils se passent la journée à se taper dessus, à s'engueuler parce qu'ils font pas comme ils veulent. Mais le soir, tout le monde se retrouve autour d'un bon whisky. Et ça fait des années que c'est comme ça surtout. Renard à gauche. Renard à la ligne. Le renard parvient à s'enfuir. Il va vers la ligne au bout. Allez Hubert, change de là, bon sang. Hubert, lui, s'en sort avec quelques égratignures. Il y a quelques ronces. Le vieux que je suis, il faut qu'il lave les pattes et il les lève de moins en moins, donc il se casse la figure. C'est très désagréable, mais enfin bon. Mais c'est sympa avec les chiens là comme ça. Quand on les excite, ils sont bien autour de soi. Excellent. Rideau. À la mi-journée, le tableau Une vingtaine d'oiseaux est encore modeste. On verra ce soir. Il nous reste encore un coup de canard. Là où je suis tout à fait surpris, c'est d'avoir aussi peu de canards. On en a quand même vu beaucoup voler. Et bon, je vais faire une remontée de bretelles à mes invités. En attendant, Bernard a mis les petits plats dans les grands. C'est comme ça dans les bonnes maisons. Pique-nique dans le jardin. L'hôte des lieux se donne corps et âme pour entretenir la propriété. Ma vie est complètement ici. Je ne vis que pour cette maison. Alors naturellement, pour gagner un peu de sous, je travaille à Paris. Je viens ici tous les week-ends. Je suis là samedi, dimanche, lundi et mardi, où je taille, je coupe, je fauche, je scie, parce que la maison n'a pas de chauffage central. Donc j'allume des feux dans les cheminées, dans la norme cuisinière qui chauffe 3 chambres. C'est les lois de la campagne, ça. Allez, ronfle. La maison est chargée de souvenirs. Ils étaient 10 frères et sœurs. La famille compte 21 petits-enfants. Voilà le fameux Alfred Delage qui a acheté Montfranc et qui a été le père de la Sologne. C'est lui qui a implanté le pain maritime en Sologne. C'est considérable, c'était que des saules, que des petits arbustes moches. Il n'y a rien qui poussait dans la Sologne. C'est une terre pauvre pour gens riches, comme disait toujours ma mère. Et je trouve ça très très vrai. C'est des bouts de bois un peu spectaculaire. Qu'est-ce qu'il fait Un lot de ces pins centenaires sera bientôt vendu aux enchères. Exploiter les bois, préserver la faune, entretenir les allées, Hubert transmet à son fils les secrets d'une bonne gestion forestière. La 7e génération s'apprête à prendre la relève. Il n'y a rien en dessous. La forêt, grande richesse de cette région. Autre série, le bol d'air que nous prenons ensemble depuis lundi en Sologne, un paradis pour les chasseurs et les pêcheurs. Il y a aussi beaucoup de villages charmants en Sologne, teintés de rouge, le rouge de la brique qui les façonne depuis le Moyen-Âge. Claire Auberger, Sébastien Maloiseau, Karine Bétain nous y emmène. Elle donne sa couleur à la Sologne, du cachet à ses villages. Elle est en harmonie avec la nature. La brique, utilisée à toutes les époques, l'est encore aujourd'hui. Donc ce qu'on a sur place, c'est du bois et de l'argile, et donc on peut faire des briques avec.
Contrairement au Val-de-Loire où on va avoir de la pierre, parce que dans le sous-sol, on a de la pierre. Sous Napoléon III, des centaines de belles demeures comme celle-ci ont été construites pour de riches industriels férus de chasse. Aymeric de Baudus et ses entrepreneurs en maçonnerie ont restauré douves et façades. Il m'a demandé de faire du 3 couleurs, donc on a travaillé 3 argiles différentes pour avoir quelque chose de très panaché. Un travail d'artisan sur un bâti classé aux monuments historiques. Là, on est sur l'ancienne briqueterie où on avait fabriqué les briques qui servaient à faire le château qu'on a vu. En Sologne, on avait un peu plus de 500 briqueteries à une époque, et aujourd'hui, il ne reste plus que la nôtre en activité. La briqueterie de la Bretèche est l'une des dernières en France à chauffer encore ses 4 fours au feu de bois. Une méthode de cuisson qui donne à la terre cuite sa couleur ambrée, son authenticité. Aymeric a repris cette activité familiale. Moi, je suis né ici, oui. Autrement dit, je suis né en 75. Papa travaillait ici depuis déjà 10 ans. Donc il tenait de son père, qui tenait de son père, qui tenait de son père. Mais... Donc je suis né dedans, oui. Quand j'étais gamin, je venais jouer ici. Et depuis, rien n'a vraiment changé. Ils travaillent toujours l'argile sableux, extrait de leur propre carrière. Broyé, à peine humidifié, il est ensuite moulé sur des machines en fonte du siècle dernier. C'est increvable à partir du moment où c'est correctement entretenu. Et c'est réglable en débit, c'est les sections suffisantes en sortie, donc c'est la Rolls et ça tombe jamais en panne. Sur les 7 salariés, Jean est le plus ancien. En 38 ans, lui, a vu du changement. Au début, non, on ne faisait pas de tout ça. Hein. On ne s'amusait pas à faire des briques vieillies. Hein. On ne faisait pas de parement, on faisait que du standard. C'est depuis qu'il y a le petit patron, là. Effectivement, on change de plus en plus souvent de modules, de forme, de couleur, d'aspect. D'un chantier à l'autre, il innove pour des clients prestigieux. Ce sont les poinçons des galeries Lafayette, boulevard Haussmann. Là, ce sont les carreaux du château de Versailles, les carreaux du château de Chaumont-sur-Loire. Des carreaux en terre cuite, émaillés, réalisés sur mesure. Dans l'église de Chaumont-sur-Taronne, il termine un dallage en noir et blanc. Des tomates posées sans joint, c'est toute la difficulté. On n'a pas de moyen de tricher sur le joint. Donc il faut que les carreaux soient bien calibrés pour éviter qu'on ait un décalage trop important au bout de 3-4 carreaux, qu'on ait un décalage de 5 mm par exemple. On lui tend ses ficelles pour qu'il soit sûr de s'aligner, qu'il dévie pas, parce que comme on est en diagonale, il ne faut absolument pas dévier. Aucun des deux n'a droit à l'erreur. Le sol doit être la copie conforme de celui posé au 19e. À l'extérieur, les travaux de restauration sont achevés. Le clocher a retrouvé ses couleurs, tout comme ses façades du XVIe siècle. Ça, c'est une neuve, autour d'ancienne. Il y en a une là-haut, sur le contrefort. C'est une passion avant tout, parce que voilà, de retrouver des bâtiments comme ça en se disant on a travaillé dessus et puis on voit pas ce qu'on a fait, c'est de la fierté. La brique fait partie de l'identité de la Sologne. Et la richesse de son patrimoine est l'un de ses atouts à découvrir. Et on y retourne demain avec d'autres richesses. Toute cette semaine, c'est notre belle promenade en Sologne. Aujourd'hui, une passion, je crois, partagée par énormément de Solognos, presque tous, la cueillette des champignons. C'est la saison dans une nature toujours aussi belle. À Nouon, le Fuselier, dans le Loir-et-Cher, on retrouve Claire Auberger, Sébastien Maloiseau et Karine Bétain. Cette année, grâce aux pluies et aux températures élevées, la forêt est depuis le mois d'août un vrai garde-manger. Et on a de la chance de tomber sur de très belles girolles comme ça. Ça, c'est extra, ça. C'est légèrement poivré, un goût qu'on perd à la cuisson. C'est extraordinaire. Aller aux champignons est ici une affaire sérieuse qui rythme la vie locale. Ça peut être en se levant un petit peu plus tôt le matin avant d'aller au bureau. Ça peut être la pause déjeuner entre midi et 2. On va vite fait voir sur le petit coin qu'on n'a pas loin s'il n'y a pas quelques girolles qui sont sorties, quoi. Alors ne leur demandez pas surtout où ils ont trouvé leurs champignons. Ça, c'est absolument interdit. Maryse et Raymond Ocante ont comme tout à chacun leur coin de prédilection. Nous allons très souvent dans des chemins communaux. Et puis, alors, le chemin est autorisé, mais sur les bords, c'est privé. Alors, on fait quand même des petites incursions à droite, à gauche, quand même. Faut exagérer. Les champignons sont à tout le monde, mais pas la forêt. En Sologne, 80% des bois sont privés.
Alexandre Roubali a l'autorisation du garde-chasse. Animateur nature, aujourd'hui il ne ramasse pas que des comestibles. La manite tumouche, ça fait partie des champignons hallucinogènes qui sont utilisés par les chamans, les sorciers pour rentrer en transe. Ce qu'il faut surtout pas faire, quoi. C'est vraiment très très dangereux. On trouve sans difficulté 400 variétés de champignons, dont les essences d'arbres sont nombreuses. Il y a du pin, il y a du chêne, il y a du chêne rouge, du châtaignier, du bouleau. Plus le milieu est diversifié, plus c'est intéressant. Rendez-vous au gymnase de Nouan-le-Fuselier. Chacun vient y déposer le fruit de sa cueillette. Encore des coulmelles. Tous ne sont pas aussi faciles à identifier. Vas-y, gros four doré. Je me demande si c'est pas un truc dangereux. Regarde, il est gluant. Visqueux. C'est même un casse-tête avec de nombreux faux amis. On voit bien, c'est ici des lamelles qui sont quand même très grosses, très espacées. Donc ça c'est la girole. Hein. Et puis là on est sur un clitocide orangé, donc mais plutôt dans les mêmes couleurs. On peut avoir voilà, des petites girolles un peu voilà. On pourrait très bien les confondre ces deux-là. Dans les assiettes rouges, les toxiques, parfois même meurtriers. Il en existe une quarantaine, tout au plus. Ça on en voit beaucoup. Comme un chou-fleur, ça fait une touffe, mais surtout pas, il faut mieux pas essayer de manger. Hein. Dans les assiettes jaunes, des champignons pas toujours appétissants sont sans valeur culinaire. Restent dans les assiettes bleues de très nombreuses variétés, souvent méconnues des Solognots. Je ne reconnais pas beaucoup, à part la girole, le cèpe, le mousseron. Je viens ici pour essayer de parfaire un peu mes connaissances, mais c'est compliqué. À cuisiner, en revanche, rien de plus simple. Même si chaque champignon a ses particularités, la golmotte s'épluche. Je les passerai très très rapidement dans l'eau parce qu'un champignon, certains champignons, on dit qu'il ne faut pas les laver. C'est le cas de la coulmelle. Un coup d'éponge suffit. Plusieurs méthodes de cuisson, mijoter, rissoler ou juste passer au grill avec un peu d'ail et de persil. Les champignons ont souvent besoin de beaucoup de sel. 10 minutes plus tard, ils sont prêts à servir. Les champignons, il ne faut pas en manger beaucoup. C'est une garniture, c'est pas vraiment un légume. Mais vous avez toujours autant de plaisir à en manger? Oui, mais j'ai beaucoup plus de plaisir à les ramasser. Ça, c'est sûr. Parce que dans les bois, on est quand même mieux qu'à la cuisine. Plus que quelques semaines pour en profiter. Les champignons disparaissent avec les premières gelées. Et ça ne va pas tarder en tout cas, cette belle Sologne, on la retrouve demain. Et maintenant, comme tous les jours cette semaine, notre grand bol d'air dans une belle région, la Sologne. On en a découvert quelques richesses avec vous depuis lundi, la pêche, la chasse, les champignons. C'est aussi une région où il y a beaucoup de magnifiques châteaux. Celui du Moulin à Lassay-sur-Croîne, par exemple, où nous emmène Claire Auberger, Sébastien Maloiseau et Karine Bétain. Perdu au milieu de la forêt, ses tours élancées vers le ciel, le château de Lassay-sur-Croîne semble surgir d'un conte de fées. Une source d'inspiration pour ces peintres amateurs. Le reflet, il descend jusqu'en bas. Hein. Regardez bien, jusqu'au verre. Ici, là. Leur professeur, Voilà. Hubert de Marcheville, est ici chez lui. J'ai peint le château au lever du jour, dans la brume. La peinture, c'est viscéral. Hein. Je peins depuis que j'ai 7 ans, alors, ou même moins. Alors on va les créer, les nuages. Ils vont apparaître petit à petit. Et on l'appelle la perle de la Sologne, c'est pas par hasard. Hein. C'est vraiment vraiment une merveille. Enfin, c'est un charme fou entouré de douves. Entre les verticales et puis ces grands aplats de toit qui sont assez sombres, ça lui donne tout de suite du cachet. Moi, j'aime beaucoup. Et le mariage pierre et brique, c'est typique de la Sologne. Tout comme son écrin naturel, fait de sous-bois restés sauvages. À l'entrée, un jardin potager encore fleuri. Ça me plaît parce que vous avez su équilibrer les fleurs jaunes avec les fleurs violettes. Plus qu'un plaisir, c'est de l'amour. C'est carrément de l'amour, une propriété comme ça. Je crois qu'on ne peut que l'aimer, c'est pas possible autrement. D'autant qu'il a vécu enfant dans ce château. Sa famille en a la clé depuis plus d'1 siècle. Elle en a fait des tours, cette clé, dans les serrures. C'est une clé d'origine et qui est transmise
de génération en génération, de propriétaire en propriétaire. Parce que elle, la serrure, elle n'a pas changé depuis le XVe siècle. Plus ancien que les grands châteaux de la Loire, il a été édifié par Philippe du Moulin, écuyer de Charles VIII. Son élégance doit beaucoup à ses artisans et sculpteurs ramenés des guerres d'Italie. Voilà, vous vous trouvez là dans le grand salon d'honneur du château du Moulin. Ouvert à la visite depuis les années 80, il est en parfait état. Marcel, l'arrière-grand-père, l'avait pourtant acheté en ruine. D'ici, on voyait le ciel. Et le dernier propriétaire, d'ailleurs, n'habitait pas dans ce donjon car il était inhabitable. La restauration achevée, le grand-père d'Hubert va meubler les 3 étages en style Louis XIII. À l'époque, la famille menait grand train. Il y avait des dîners absolument somptueux. Alors on se faisait des grimaces, on rigolait un peu, mais enfin on se faisait rapidement rappeler à l'ordre. À l'époque, ça ne me disait rien, ces grandes tapisseries, ces beaux meubles, et les chaises en cuir de Cordoue, etc. C'était un véritable château où on vivait comme une famille. La guerre met un terme à cette période fastueuse, mais le décor reste inchangé. Cette chambre sera aussi celle de ses parents jusqu'en 2010. Et ma mère, jusqu'au moment où elle n'a plus été valide, dormait ici et se réveillait suffisamment tôt pour que les visiteurs puissent venir visiter sans qu'elle soit au lit. Hubert avait envie de se sentir chez lui. À côté de sa sœur, qui habite ce hameau, il a retapé l'ancienne ferme du château. Une maison de plein pied, plus facile à chauffer. L'intérieur est chaleureux. Sa femme, une Autrichienne, aime cette vie à la campagne. Vous savez, la Sologne a quelque chose de très spécial. Le matin, il y a une espèce de brouillard très fin, on dirait un voile de mariée, et le soir, pareil. Et des lumières splendides. On vit dans la nature. Un privilège qu'il partage avec un couple d'entraîneurs installés sur la propriété. Les chevaux, une autre passion d'Hubert. Ces pur sang se préparent à courir les tiercés. La vie continue à l'ombre du château du Moulin et de son passé prestigieux. Extraordinaire région, très belles images et toute cette série de reportages à revoir aussi sur notre site internet.